Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris, Guillaume Munier. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'Écho d'ici, écho d'ailleurs dans sa version grand invité de l'économie. Aujourd'hui avec Frédéric Maury de Jeune Afrique, nous recevons l'économiste algérien Kamal Benkoussa. Dans la première partie de notre émission, nous avons détaillé son parcours de Charleville-Mézières dans le nord, l'est de la France à la candidature présidentielle en Algérie il y a 2 ans, en passant par une carrière de trader à Londres. Nous avons évidemment commencé à aborder la situation de l'Algérie face à la baisse des cours du pétrole, mais il y a un autre sujet encore plus préoccupant en Algérie, c'est la paralysie de l'économie. Alors les projets, il y en a. Je vous propose à ce sujet d'écouter Amara Ben Younes, le 6 avril 2014, alors ministre de l'Industrie et du Commerce, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Amara Ben Younes était l'invité d'International, l'émission conjointe de RFI, de TV5 et du Monde. On était à 10 jours de l'élection présidentielle et voilà ce qu'Amara Ben Younes disait du programme économique de son candidat Abdelaziz Bouteflika. C'est un mandat qui sera essentiellement un mandat économique. C'est un mandat où nous allons essayer d'avoir une croissance économique forte pour régler un problème sérieux que nous avons, qui est le problème du chômage et notamment le problème de la jeunesse algérienne. En termes d'économie, on a 2 grands défis à relever. Le premier défi, c'est le passage de cette économie socialiste, bureaucratique, à une véritable économie sociale de marché. Et le deuxième défi, c'est celui dont vous parlez. L'économie algérienne est encore, hélas, beaucoup trop dépendante des hydrocarbures. Notre défi pour les 5 prochaines années, c'est vraiment la diversification de l'économie algérienne. Et si le président réélu, si je suis reconduit dans mes tâches, la tâche m'incombe essentiellement pour redresser sur le plan industriel le pays. C'est une économie très particulière. Vous avez un secteur public où il y a beaucoup de problèmes, notamment durant les années 90. On a fermé beaucoup d'entreprises, il y a eu des licenciements, plan d'ajustement structurel du Fonds monétaire international. Nous avons un secteur privé qui est en train d'émerger. Nous n'avons pas un secteur privé extrêmement puissant. Les investissements directs étrangers qui étaient hésitants pendant quelques années à cause du phénomène de la violence. Donc ce sont sur ces 3 piliers que nous comptons faire reposer l'économie algérienne. Donc, redynamiser le secteur public, ce que nous sommes en train de faire, parce que c'est le tissu industriel. Il y a beaucoup d'industries du secteur public. Nous sommes en train d'aider le secteur privé et nous avons quand même beaucoup d'investissements ces derniers temps des grandes multinationales étrangères, notamment françaises, qui sont venues s'implanter en Algérie cette dernière année. Question de Frédéric Maury. Alors, ce programme économique, le gouvernement en est où aujourd'hui par rapport à ses déclarations d'il y a 2 ans? Il est nulle part. C'est du discours politicien. Je ne sais même pas si M. Ben Younes comprend la dimension économique de la problématique en Algérie. Lorsqu'il dit que nous allons essayer d'aider les entreprises privées à se développer parce que le secteur privé est anémique en Algérie, au vu de ce qu'il a fait pendant la période où il était ministre de l'Industrie, je doute clairement que M. Ben Younes prenait la mesure de ses responsabilités lorsqu'il était en charge de l'industrie. Mais quand on entend son discours, c'est quand même assez proche de ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Je veux dire, il fustige la mauvaise gestion publique, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut développer le privé, il dit qu'il faut des investissements plus productifs. Ça ressemble à ce que vous dites, donc vous êtes plutôt en accord avec lui. Ce que vous dites, c'est qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont promis. Déjà, ça prouve qu'il sait lire certaines déclarations d'experts en Algérie et il sait reprendre à son compte certaines idées. Entre dire des choses et agir, il y a un monde. Et je ne pense pas qu'il ait eu qu'il comprenne assez bien le modèle économique dans lequel l'Algérie devrait s'inscrire pour pouvoir mettre en place. Dans quel modèle devrait-elle s'inscrire, cette économie algérienne? Moi, si demain j'étais à la tête de ce pays, qu'est-ce que je ferais? La première des choses, ce serait déjà de réunir tous les chefs d'entreprise algériens, tous, et de créer un conseil avec des experts, aussi bien algériens locaux qu'à l'international. Essayer de voir quelles sont aujourd'hui les options que le pays pourrait prendre. Quels seraient les secteurs dans lesquels nous aurions des avantages comparatifs? Pas nécessairement qu'aujourd'hui, mais demain. Quels sont les secteurs à développer? Mais quels sont ces secteurs selon vous? Il y a plusieurs secteurs. J'avais durant la campagne développé l'idée de tourner l'Algérie vers le sud. Alors l'idée était très simple. C'était en plus une idée qui avait été développée par la France juste avant 1928
Mais malheureusement, ce projet s'est arrêté du fait de la crise, lorsque l'Algérie La était crise encore de 29. Ouais, lorsque l'Algérie était encore française. Ils avaient décidé de créer 3 hubs portuaires à l'ouest, au centre et à l'est, et de faire une ligne de train qui irait jusqu'en Zambie, et de faire de l'Algérie la Singapour de l'Afrique. En gros, permettre à tous ces pays subsahariens de pouvoir bénéficier d'un accès à la mer et avoir une industrie au sud de l'Algérie qui permettrait d'utiliser les matières premières et de pouvoir commencer à produire et de pouvoir exporter. Malheureusement, ce projet a été abandonné en 1929. Et vous pensez qu'il faudrait le réactiver? C'est pas que je pense, c'est que je suis intimement convaincu. Aujourd'hui, l'Algérie... Vous n'avez pas l'impression que cette place-là que vous venez de décrire, elle a été prise un peu par le Maroc, parce que le port, c'est le port de Tanger. Le Maroc a énormément développé ses relations avec l'Afrique subsaharienne. Bien sûr. Le Maroc a eu l'intelligence de comprendre son rôle au niveau du continent. Et l'Algérie a toute sa place, le plus grand pays d'Afrique, avec un positionnement géographique exceptionnel. Je pense qu'il n'est jamais trop tard pour pouvoir mettre l'Algérie sur les bonnes rails. Mais qu'est-ce que l'Algérie a à offrir à l'Afrique subsaharienne? Son accès à la mer, son accès à l'Europe, un territoire immense, des réserves de change aujourd'hui qui lui permettent de pouvoir faire des effets de levier. L'Algérie est peut-être le seul pays d'Afrique qui peut encore aujourd'hui développer une industrie lourde. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les constructeurs automobiles français et autres veulent s'installer en Algérie. Oui, enfin, les projets des constructeurs automobiles français en Algérie, ils sont dérisoires par rapport à leurs projets au Maroc. C'est dérisoire le mot. C'est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est là aussi la problématique en termes de négociation, qui sont ces Algériens qui, aujourd'hui, au niveau du gouvernement, ne savent pas négocier avec Renault ou Peugeot ou même Volkswagen pour pouvoir défendre les intérêts du pays, à savoir développer une vraie industrie. Vous pensez que le potentiel industriel algérien, il est plus important que beaucoup de pays africains? Bien sûr, beaucoup plus important. Vous savez, vous avez aujourd'hui, 2025, on parle de 50 millions d'habitants en Algérie. Vous avez une poussée démographique importante. Nous avons l'un des plus hauts taux de natalité dans la région. Donc il y a aujourd'hui une potentialité au niveau industriel et au niveau service qui est importante. Je reviens à une question que posait Frédéric Maury à l'instant. Il évoquait le Maroc. Est-ce que vous pensez qu'il y a un modèle marocain de croissance, d'économie, dont devrait s'inspirer un éventuel gouvernement algérien que vous présideriez si... Il n'y a pas de... Oui, enfin, c'est pas nécessairement un modèle marocain. La chance du Maroc, c'est de ne pas avoir eu du pétrole. Même si aujourd'hui, le Maroc se plaint de ne pas avoir de pétrole. Mais du moins, lorsque vous n'avez pas cette ressource qui est quelque part gratuite, vous avez tendance à aller dans des modèles il va falloir être plus ingénieux et pouvoir travailler plus. Aujourd'hui, pendant pas mal d'années, les Algériens on leur a expliqué que tout se passait bien et qu'on avait du pétrole et qu'on pouvait se reposer. Je pense qu'il va falloir aujourd'hui remettre la machine en marche et faire en sorte que les Algériens travaillent, ce qu'ils demandent tous. Donc il y a la richesse de l'Algérie devrait être son capital humain et pas son pétrole et son gaz. C'est là la problématique économique, c'est que on est dans un modèle entre guillemets. M. Benyounès parlait d'un modèle socialiste. C'est pas vraiment nécessairement un modèle socialiste. Il est socialiste dans la mesure où il permet de pouvoir subventionner des produits et de pouvoir faire en sorte qu'une majorité se taise d'un système qui ne fonctionne pas nécessairement bien. Donc, il est socialiste dans ce sens-là, mais il n'est pas socialiste dans son idéologie. Vous voyez, aujourd'hui en Algérie, il y a de grosses fortunes qui ont émergé. Je ne pense pas que dans un modèle socialiste, on puisse avoir d'aussi grosses fortunes émerger aussi rapidement. Le modèle dans lequel on devrait aujourd'hui installer l'Algérie, c'est de pouvoir utiliser le maximum de la potentialité des Algériens, des jeunes Algériens, de les former et de leur permettre d'être productifs. Aujourd'hui, vous savez, moi, j'ai été agréablement surpris de l'ingéniosité des Algériens, des jeunes Algériens. Ils sont pleins d'imagination. Quand ils sont passionnés, ils se donnent un maximum. Et c'est ça qui est surprenant, c'est que malgré la décennie noire des années 90, ou même de 2000 à 2016, où ça n'a pas été nécessairement rose pour la majorité,
vous voyez des jeunes Algériens qui y croient et qui se battent et qui ont envie d'y croire, qui ont envie d'apporter un changement. Et c'est là le point le plus important. Le modèle économique, le nouveau modèle économique algérien doit se baser sur le capital humain. Alors, il y a une question importante en Algérie, c'est qu'elle reste malgré tout, malgré ce potentiel humain dont vous parlez, un des plus gros importateurs au monde de céréales. C'est probablement une des choses qui permet d'approvisionner en blé et en pain la population algérienne. Est-ce que cela veut dire que l'agriculture algérienne est complètement en panne? L'agriculture algérienne est en panne. Enfin, l'Algérie n'est pas un pays agricole, contrairement à ce que la majorité... Mais est-ce qu'il a le potentiel pour l'être? C'est un peu compliqué parce on fait face à de gros problèmes d'eau en Algérie. Vous avez 90% de la population qui est sur 10% du territoire et le sud. Et d'ailleurs, vous avez sûrement été au fait de ce qui s'est passé concernant les projets d'exploitation du gaz de schiste. Il y a 5 milliards de mètres cubes d'eau dans le sol du sud, 2,5 milliards qui sont utilisés pour l'exploitation du gaz et du pétrole, 2,5 milliards qui sont laissés aux populations du sud. L'utilisation du gaz de schiste l'exploitation du gaz de schiste aurait pollué une partie de ces 2,5 milliards de mètres cubes. Donc vous pensez que le potentiel agricole algérien, il est limité, très limité par cette... Je ne vois pas la problématique agricole de cette manière. J'ai très longtemps défendu l'idée de la création d'un fonds souverain en Algérie. Même d'un fonds de 50 milliards de dollars aurait suffi. Vous prenez l'exemple de la Chine, de l'Inde, qui aujourd'hui depuis pas mal d'années déjà, vont à la conquête de certains pays d'Afrique, Afrique de l'Est, notamment en Éthiopie, en Ouganda, pour pouvoir avoir des concessions sur 45-90 ans et de pouvoir exploiter avec du savoir-faire, avec du financement, des terres arabes. Aujourd'hui, l'Algérie pourrait s'inscrire dans ce modèle-là pour pouvoir... Donc satisfaire ses besoins alimentaires en investissant dans des pays africains, par exemple, ou autres, dans lesquels il y a des terres arables et qui pourraient, où on pourrait l'alimenter. Exactement. Il y a un capital historique, diplomatique entre l'Algérie et la majorité des pays d'Afrique. On peut même aller jusqu'à l'Afrique du Sud. Mais avec l'Afrique de l'Est, l'Algérie pourrait exploiter et pouvoir être même exportatrice de produits agricoles. Vous parliez d'eau tout à l'heure, il y a quelques minutes. Est-ce que c'est un sujet qui vous préoccupe, la question de l'eau en Algérie? Terriblement. Si vous regardez les raisons du conflit irako-syrien, vous constaterez qu'il y a eu des flux migratoires du fait d'un manque d'eau. Et c'est ces problématiques d'eau qui font que des populations bougent et ça crée des tensions dans certaines régions. L'Algérie, aujourd'hui, fait partie des pays à risque. D'ailleurs, cette année, je pense que cet été, les barrages seront à des niveaux très bas. Donc, on va s'attendre à avoir un été assez difficile, notamment dans le sud. Donc, c'est assez compliqué. L'Algérie doit aujourd'hui répondre à ces problématiques d'eau. Et sans cela, nous aurons, malheureusement, je crains que certaines populations du Sud immigreront vers le Nord, sachant qu'il y a de gros problèmes de foncier dans le Nord et de gros problèmes de logement. Je ne sais pas comment on pourrait gérer ces flux migratoires. On parlait du Maroc tout à l'heure. Il y a un enjeu important pour l'Algérie, c'est le Maghreb, l'intégration maghrébine, plutôt la désintégration maghrébine, le fait qu'il n'y ait quasiment aucun lien commercial principalement entre l'Algérie et le Maroc, et que du coup le Maghreb soit une des régions qui échangent le moins par rapport aux autres régions africaines. Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent dans ce domaine? Est-ce que vous avez l'impression que ça c'est un vrai souci et qu'il faudrait régler ce problème-là? Parce que vous avez parlé de la connexion entre l'Algérie et les pays du sud du Sahara, mais quid de l'Algérie et des autres pays du Maghreb? Vous avez raison. Aujourd'hui, la solution pour tous les pays d'Afrique du Nord est une solution régionale. Croire que nous allons régler notre problème en Algérie seul, même concernant la situation en Tunisie ou en Libye, c'est une erreur. Tous les pays d'Afrique du Nord doivent réfléchir de façon globale. Et là, ça implique les responsabilités au niveau marocain, algérien et tunisien. Mais il est clair que nous serions plus forts à travailler, à trader, à négocier ensemble que d'être continuellement dans cette division. Et d'ailleurs,
Il suffit de regarder la carte du Maghreb au IIIe siècle, et quand le Maghreb était un royaume numide, pour vous rendre compte que finalement, ces populations sont identiques. Donc c'est un faux débat de croire que les frontières ont été imposées par la France. Elles n'existaient pas avant. Les populations qui existent dans cette région ont la même origine. Donc lorsqu'on arrivera à comprendre que finalement, à plusieurs, on devient plus fort, là peut-être que les choses avanceront. C'est Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI dans sa version grand invité de l'économie, RFI Jeune Afrique. Nous recevons Kamal Benkoussa, ancien candidat à la présidence algérienne. Kamal Benkoussa, parlons maintenant des relations entre l'Algérie et la France. Les visites à haut niveau ont amené ces dernières années leur lot de déclarations. Au mois de décembre 2013, à la tête d'une délégation de 9 ministres, le Premier ministre français de l'époque, Jean-Marc Ayrault, était à Alger, où il était reçu par son homologue Abdelmalek Sellal. On écoute l'échange entre les deux hommes. Nous avons voulu donner à la coopération entre les deux pays une primauté à la coopération économique. Parce que c'est ça le réel, c'est ça ce qu'on va laisser demain à nos enfants, à nos pays. C'est ça ce qui va créer la dynamique algéro-française. En une année, de très gros projets sont sortis, où tout le monde gagne dans l'affaire. Il y a un concept que nous partageons, qui est le concept de colocalisation, c'est-à-dire que des entreprises françaises s'installent ici, investissent ici, créent des emplois ici, mais permettent aussi de produire en France. Question de Frédéric Maury. Alors ce concept de colocalisation, il est apparu il y a quelques années, puis il a été beaucoup utilisé au côté français et puis côté algérien aussi. Est-ce que vous croyez à la colocalisation? À la colocalisation, je répète peut-être pour les auditeurs, c'est l'idée finalement de produire dans le sud du pays, enfin dans le sud pardon, de la Méditerranée, en Algérie, au Maroc, etc., tout en permettant quand même de conserver des emplois au nord et donc d'avoir une complémentarité un peu entre les deux zones et donc une espèce de finalement gagnant-gagnant pour tout le monde. Est-ce que vous croyez à cette colocalisation? Oui, j'y crois profondément. Si les accords sont bien réfléchis, si réellement c'est du gagnant-gagnant, en France, il y a un savoir-faire qui n'est pas démontré. En Algérie, il y a de gros besoins. C'est un marché important. C'est un marché qui peut être pivot sur la région et sur le continent. Il y a clairement des opportunités de gagnant-gagnant entre l'Algérie et la France. En plus, historiquement, ce sont deux pays qui ont un passé et très certainement un avenir commun. Donc, je pense que la France a tout à gagner à se rapprocher de l'Algérie dans ce sens, et l'Algérie aussi. Maintenant, quels sont les termes de ces négociations, de ces contrats qui peuvent être mis en place? Là, il y a la grande question. Mais j'y crois. Est-ce que vous voyez des exemples concrets de colocalisation, justement? Il y a des choses qui sont Vous savez, vraiment... le coût de la main-d'œuvre en Algérie, de l'heure, c'est 1,64 $. C'est peu. C'est très peu. 1,64 $. Vous avez le coût du transport est très bas parce que c'est du fret. Vous êtes à même pas 24 heures par bateau de Marseille. C'est écologique parce que vous n'avez pas la pollution du transport par camion. Ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher d'envoyer de la marchandise du nord de l'Europe vers la France que de l'Algérie vers la France. Donc avec des coûts moindres. Et en plus, une population qui est éduquée, qui demande à être formée. Donc, nous avons tout à gagner. Donc, sur le papier, tout est possible. C'est-à-dire, plutôt que de produire en Chine ou en Asie, on pourrait produire plus près et puis peu cher en allant en Algérie, au Maroc, etc. Mais sauf que dans la pratique, en tout cas pour l'Algérie, ça n'a pas l'air de se concrétiser. Pourquoi? C'est quoi le blocage? Alors, je ne sais pas quel est le blocage, mais en tout cas, il y a aujourd'hui tous les ingrédients pour pouvoir mettre en place ces synergies. Est-ce qu'il y a aussi, est-ce que c'est la problématique bureaucratique qui fait que les entreprises françaises ont du mal à venir en Algérie, qu'elles ont du mal à s'installer, qu'il y a un manque de visibilité fiscale qui fait que, vous savez, quand vous en tant qu'investisseur, lorsque vous allez dans un pays et qu'on vous donne une visibilité fiscale moindre avec des effets rétroactifs, c'est assez compliqué. C'est ce qui se passe en Algérie? C'est ce qui se passe en Algérie, c'est ce qui se passe aussi en France. Vous avez le même problème en France.
D'ailleurs, c'est la problématique. Si vous avez des effets rétroactifs et vous investissez dans un pays où vous n'avez pas la possibilité de récupérer vos dividendes ou de payer plus demain parce qu'il y a un changement de loi, en tant qu'investisseur, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, je pense que ce qui serait nécessaire, c'est de voir quelles sont les synergies possibles, comment les mettre en place et comment leur assurer une stabilité. Donc nous avons tous les ingrédients humains. Il y a un indice de confiance important entre les deux pays. Et je pense que les deux pays ont à gagner, d'autant plus que la France aujourd'hui vit une crise qui est majeure, avec un taux de chômage important, avec une crise financière mondiale qui risque d'être beaucoup plus importante que celle que nous avons eue en 2008-2009. Donc l'Algérie pourrait être une solution à la problématique économique de la France. Vous êtes à la fois français et algérien. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que français, parce que vous avez vécu ici longtemps, est-ce que vous avez l'impression que les Français perçoivent le potentiel économique de l'Algérie, ou est-ce que finalement la vision qu'ont les Français de l'Algérie n'est pas polluée par beaucoup de choses, la politique, la crise migratoire, énormément d'autres points que les sujets économiques? Alors, sur la question, sur cette question, le climat politique en France est délétère. Il est, je le trouve triste. On est sur les questions migratoires. Quand vous avez un pays qui est en crise, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Et généralement, c'est l'étranger. Je suis né en 72. Je me souviens lorsque on avait Monsieur Giscard d'Estaing avait incité les Algériens à retourner en Algérie contre, c'était je crois 1 million de francs français à cette époque. C'était Lionel Stalleru qui avait proposé ça. Exactement. Et j'ai l'impression que l'histoire se répète continuellement. J'ai l'impression qu'on nous explique que vous êtes persona non grata, que vous êtes le problème de tout ça, et que être algérien aujourd'hui c'est compliqué, c'est pas bien vu. Lorsqu'un drapeau algérien est sorti dans des lieux publics en France, c'est vu comme étant une agression ici en France. On ne retire que le côté négatif, alors qu'il y a... Donc finalement, ce potentiel économique algérien dont vous parliez, il n'est pas vraiment perçu. Il n'est pas vraiment perçu, et en plus, il est mis en... Enfin, s'il est perçu, il est mis en second plan. C'est pour ça que la Chine réussit à marquer des points importants en Algérie ? Oui, la Chine marque des points importants, je pense, par sa capacité de financement et puis son côté apolitique dans les choses. C'est-à-dire que lorsque la Chine rentre dans un pays, la Chine a tendance à ne pas s'impliquer sur la dimension politique, ce qui est assez compliqué pour la France du fait du passé historique. Donc vous félicitez de ces liens grandissants entre la Chine et l'Algérie, parce que c'est vrai qu'en Afrique du Nord, l'Algérie, c'est un partenaire important pour la Chine. Pas nécessairement, parce que ce qui me chagrine, c'est que lorsque les Chinois investissent en Algérie, ils apportent leur main-d'œuvre. Alors que vous avez des millions de chômeurs en Algérie, pourquoi ne pas utiliser la main-d'œuvre locale? Et c'est là la partie qui fait mal. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé concernant l'Algérie, sa jeunesse, que vous évoquiez tout à l'heure, c'est le mot chômage. Vous avez beaucoup de chômeurs en Algérie. Si vous regardez la catégorie 14-25 ans, parce que beaucoup quittent l'école très tôt, nous avons un taux de chômage de 25%, qui est l'équivalent de ce que l'Espagne a connu en 2009-2010, alors que c'est un pays qui aurait dû être en pleine croissance. Donc quand vous avez une majorité, enfin, un nombre important de cette jeunesse qui quitte l'école, et qui perd ce savoir potentiel, c'est tragique pour les générations futures. Un pays ne peut se projeter que par la connaissance, le savoir. Lorsque vous avez une jeunesse qui décide d'abandonner l'école, il y aura nécessairement des conséquences à l'avenir. C'est-à-dire que c'est un problème de formation qui peut nuire au développement ultérieur. Bien sûr. D'ailleurs, lorsque vous êtes en Algérie, il y a un gros problème, un grand manque de managers. Et c'est pour ça que la diaspora est souvent sollicitée à ce niveau-là. Vous avez de jeunes Algériens qui vivent en France, qui décident de retourner en Algérie pour pouvoir occuper des postes de manager dans de grosses entreprises privées.
parce que localement, il est assez compliqué d'avoir cette compétence structurée avec une connaissance des langues, connaissance des marchés à l'international. Donc c'est assez... il y a de gros besoins à ce niveau-là. En 2007, vous vous présentiez comme lanceur d'alerte et vous aviez prévu la crise des subprimes de 2008. Tout à l'heure, vous disiez que la situation financière mondiale était très comparable, même peut-être potentiellement plus critique que celle qui prévalait alors. Vous pouvez nous annoncer une catastrophe imminente. Qu'est-ce qu'on doit attendre de cette situation financière internationale ? Alors, ce qui s'est passé depuis 2008-2009, on était dans une crise de subprime dans un certain secteur du marché financier qui s'est finalement propagé aux banques, qui s'est propagé par la suite aux États, qui est devenu un problème de dette souveraine et qui au lieu de laisser s'effondrer ce qui devait tomber, les mauvaises boîtes, les mauvaises banques, on a décidé, la Banque Centrale Européenne et la Fed ont décidé de mettre en place une sorte de planche à billets, le quantitative easing, pour essayer de soutenir ces activités. Et finalement, on s'est retrouvé à créer une nouvelle bulle spéculative. On a eu de l'argent pas cher qui a été réinvesti dans les boîtes. Et finalement, il y a une déconnexion beaucoup plus importante aujourd'hui du réel et du financier, qui fait que finalement, rien n'a changé. Et le niveau des crédits disponibles, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, pour du financement à bas retour sur investissement, a explosé. Vous me demandiez tout à l'heure, pour vous donner à titre d'exemple, la dette américaine est aujourd'hui de 429% du PIB américain. On parle de 76 trillions de dollars. Alors que si on regarde le niveau de 2008, on était à 46 trillions. Donc on était à 313%. Donc on est passé de 313% du PIB américain à 429% du PIB américain. Donc entre 2008 et 2016. Donc finalement, on a créé de la monnaie pas chère pour financer des activités pas nécessairement rentables. Et donc ça va s'effondrer. Avec un ralentissement économique en Chine, vous savez, on a eu le plus bas taux de croissance chinois depuis 25 ans, avec les matières premières qui sont au taquet. Ça va nécessairement lâcher. Je suis intimement convaincu que nous sommes déjà rentrés dans une spirale déflationniste, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Je suis intimement convaincu que la Chine n'aura d'autre choix, même si aujourd'hui elle défend sa monnaie, n'aura d'autre choix que de dévaluer sa monnaie de 35%. Eh bien, c'est sur ces pronostics peu optimistes que se termine cette émission. Merci à vous, Kamal Benkhoussa, d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Munier a réalisé et mis en onde cette émission. Laure Temporville, Romain Ferré et Christophe Valette étaient derrière les caméras. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures économiques.